Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale, puisque c'est une reprise de notre enquête sur Jacques Attali, publiée dans les numéros 436 et 437 de Faits et Documents. D'abord, je précise, c'est très compliqué de faire une biographie de Jacques Attali, parce qu'une profusion documentaire, c'est 45 ans de vie politique française, une profusion documentaire souvent inutile. Et les rares portraits un peu conséquents qu'on a de lui sont des portraits hagiographiques. Tu es toujours quelqu'un qui m'a intimidé. Et tu veux que je te dise pourquoi? C'est parce que je t'ai toujours trouvé supérieurement intelligent. Et déjà à l'époque, tu étais celui qui avait sur nous une sorte de magistère incroyable. En plus, comme le note assez justement le magazine du Monde, Jacques Attali est passé maître dans l'écriture de sa propre légende, sur laquelle planent zones d'ombre et petits arrangements avec la vérité. Alors, qui est Jacques Attali? Pour le commun des Français, il fait partie de la batterie d'intellectuels qui passent à la télé. Il a deux images principales, celle du faiseur de rois et celle du prophète. Alors, faiseur de rois d'abord parce qu'il parle des politiques comme de ses marionnettes. C'est pas de la ficelle et du papier comme dans la chanson de Christophe, mais plutôt, à l'entendre, de l'argile. La Bible est un texte codé. La Bible contient le secret pour créer un être vivant à partir des lettres et d'argile, et en disant d'une certaine façon un certain message qui permet de donner vie à la matière inerte. Autrement dit, la vie, c'est la parole. Si on l'écoute, il les a tous fabriqués, de Ségolène Royal à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande. À l'international, on le retrouve en parrain de Mohamed Ben Salman, pour qui il a coordonné le plan Saudi Vision 2030. Europe should be stronger in order to organize and to be part of a global power, and the rest of the world should also organize in order to create the conditions of a new world order. Ce qui est troublant pour beaucoup de gens, c'est que quand les Français ont voté Mitterrand en 1981, pour ceux qui ont voté François Mitterrand, ils ont voté pour le programme du CRS et de Jean-Pierre Chevènement, un programme social. Celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Et qui ils ont découvert après l'élection? Ils ont découvert Jacques Attali. Et quand ils ont voté Nicolas Sarkozy avec sa ligne Buisson, donc de retour à l'identité, de retour à la nation, vous avez assez de cette bande de racailles. Rebelote, ils ont encore eu Jacques Attali avec sa fameuse commission dont le rapporteur fut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont Attali nous dit aussi qu'il l'a fabriqué. Donc c'est vrai que je suis très très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur son rôle en coulisses. C'est vrai que c'est très troublant. Beaucoup de gens se demandent quel est le secret, comment ça marche. D'autant que Jacques Attali s'est jamais présenté à des élections. Il a toujours refusé des responsabilités ministérielles, comme s'il était vraiment au-dessus de ça. C'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Alors la deuxième image qu'a Jacques Attali, c'est celle du prophète. Il est connu pour ce qu'on pourrait appeler ses prophéties. Ces jours-ci, il est encore apparu comme un de ceux qui, de longue date, avait inscrit la pandémie dans l'agenda de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. »
On a besoin de règles normales, mondiales. On le retrouve également en ce moment à la tête de ceux qui promeuvent le confinement et le vaccin, mais aussi de ceux qui prévoient l'implantation générale de puces RFID. Évidemment, pour des raisons de santé, de protection de l'environnement, de sécurité. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. À chaque fois, le processus est présenté comme inéluctable, toujours avec cette apparente humilité doublée d'un profond mépris, comme dirait Balzac. Mais pour comprendre véritablement qui est Jacques Attali, on va tenter de répondre à une question, une seule, la fameuse question indépassable, l'expression 68arde, d'où tu parles, camarade. D'abord, pour comprendre Jacques Attali, il faut comprendre sa vision du monde. Et pour comprendre sa vision du monde, il faut remonter dans son enfance, il faut remonter à ses origines, sans préjugés, juste en le laissant parler. On va essayer de voir ce qu'il dit de lui-même. Alors, à l'état civil, il est né Jacques-José Mardoché Attali, le 1er novembre 1943 à Alger, donc en Algérie française. Donc c'est un Français du décret Crémieux, et il est né une semaine après son rétablissement, puisque le décret Crémieux avait été suspendu par Vichy. C'est un fait historique absolument central à ses yeux, et toute sa vision de la France, de son peuple et de son histoire est surdéterminée par l'articulation et l'interconnexion entre ces deux faits historiques que sont Vichy et l'Algérie. Je tiens à préciser que c'est absolument pas spécifique à Jacques Attali d'ailleurs, et c'est très très général dans le Landerneau parisien. Et c'est par haine non seulement des pieds noirs, mais aussi des Arabes musulmans qu'il a abandonné l'Algérie comme il l'a fait. Dites-vous bien que De Gaulle... Mais oui! Mais non, il abandonne l'Algérie parce que, ça nous coûte trop cher, deux, parce qu'il y a un vrai problème démographique. Eric, en France, il y a deux trucs. C'est Vichy et l'Algérie. Toute l'histoire du XXe siècle. Les trucs dont on est supposé ne jamais parler. Tous les dîners se terminent toujours par ça. Alors justement, il vient de sortir un livre, il y a quelques mois, sur cette articulation entre Vichy et l'Algérie qui s'appelle « L'année des dupes, Alger 1943 » et qui est, en substance, une réponse à Éric Zemmour, qui lui est surdéterminé par cette séquence historique, à la différence que pour Attali, il y a une communauté de destin, si vous voulez, entre juifs et musulmans, et il considère que les musulmans auraient bien vu le décret Crémieux, qui leur aurait ouvert la voie vers la citoyenneté française, au contraire des Européens qui s'opposaient au décret Crémieux précisément pour cette raison, avec derrière l'idée que l'antisémitisme a été inoculé aux musulmans par les Européens. Les Français veulent abandonner ce décret, parce qu'ils disent, oh là là, si on accordait la nationalité aux Juifs d'Algérie, on va devoir l'accorder aux musulmans. Donc tout de suite, tout au long de la Troisième République, il va y avoir un antisémitisme extrêmement violent en Algérie, plus violent encore chez les Français, plus violent encore que en France métropolitaine. L'Algérie va être une sorte de laboratoire de l'antisémitisme. Beaucoup de lois antisémites ont été appliquées en Algérie avant de l'être en métropole. Et même certaines lois de Vichy ont été demandées par les Français d'Algérie. Côté prophétie, on peut quand même remarquer que la sortie de ce livre, qui est une charge violente contre le maréchal Juin, donc la sortie de ce livre a justement coïncidé avec la destruction de la stèle du maréchal Juin, place d'Italie à Paris, par un commando de soi-disant Black Bloc. Donc ça c'est une parenthèse, mais qui a son intérêt. De toute façon, cet acte est vandale, fait par des gens vandales, d'horribles gens, et cet acte mérite d'être condamné. Mais c'est peut-être aussi, accessoirement, l'occasion de... Oui. J'en parle longuement dans le livre. Donc comment Attali se présente ?
Alors là, je vais le citer dans une interview qu'il a donnée en 2008 à 20 minutes. D'ailleurs, c'est une interview qui est aujourd'hui plus disponible sur Internet, qui a été supprimée. Il explique « Je suis né à Alger, de tradition juive, d'un judaïsme séfarade, plus exactement algérien. Mon père avait une culture religieuse phénoménale, il connaissait la Bible et le Talmud pratiquement par cœur. Ma mère était professeure d'hébreu. J'ai vécu dans une famille où la tradition était forte, sans être orthodoxe. Le choix entre la connaissance talmudique et les études françaises, lorsqu'il se posait, a toujours été pour lui, mon père, la France, c'est-à-dire la laïcité. » Alors là, faut s'arrêter sur ce que ça signifie. La France, c'est-à-dire la laïcité. Et là, pour comprendre cette expression, je me reporte à un livre très intéressant qu'avait publié Edgar Morin, qui est un ami de Jacques Attali, et qui explique très bien, parce qu'il a la même vision que Attali, et il explique très bien que la laïcité est l'inverse de la situation marane, où, je cite, « Le juif subit la religion du gentil », puisque c'est ici le juif qui s'approprie la laïcité du gentil. Alors, en dehors de la laïcité, la vision qu'a Jacques Attali de la France est absolument sans appel. Alors, en 1995, dans le cadre d'un livre écrit par Guy Sidbon, qui s'appelle « Le cas Attali », il confie à Guy Sidbon « Ma structure mentale est juive. Je me consacre davantage à explorer la pensée inspirée de la Bible qu'à suivre les méandres de la philosophie occidentale. Mon temps historique est l'histoire du peuple juif, pas celui du peuple français. Être français s'arrête à moi. Ma personne est française, mon destin est juif. Avant moi, je n'étais pas français. Après moi, je ne le serai plus. » Pour figurer cette transition, les métaphores de l'oiseau de passage du nomade qui plante sa tente me paraissent les plus expressives. En hébreu, l'une des façons de désigner Dieu signifie planter sa tente. Dieu est partout où l'homme plante sa tente. En France, j'ai planté ma tente. L'histoire de France m'intéresse, mais elle m'est étrangère. Ni Louis XIII ni Napoléon ne seront jamais mes ancêtres. Mon histoire, je la trouve chez Abraham, Moïse, David, dans les mélas du Maghreb et les ghettos d'Europe centrale, à Auschwitz et à Jérusalem. Un pays, c'est un hôtel. Alors, comme c'est un pur produit de l'Algérie française, l'Algérie française, c'est son laboratoire, sa matrice, sa vision du monde s'articule autour de 3 groupes ethniques que sont les musulmans, les juifs et les européens. Je dirais que la clé et le fond de sa pensée, il l'a donné à l'événement du jeudi en 90, où il dit, je cite, « Ce qui protège encore les juifs, le sentiment anti-arabe des Français. » Sur les Européens et l'Europe, il est très sévère, voire belliqueux. Alors il y a une interview qu'il a donnée à l'été 81 dans une revue qui s'appelle Les Cahiers trimestriels Cadmos. Dans cette interview, on lui demande quelle est votre réaction quand vous entendez le mot Europe. Et là, Jacques Attali répond aucune, ou plus exactement une réaction très négative. C'est une chose qui pour moi n'a jamais existé, sauf dans l'ambition totalitaire de quelques dictateurs, Napoléon, Hitler, Charlemagne, Charles Quint. J'irais même jusqu'à dire que c'est une immense mystification politique de toute nature, à tout moment. L'Europe, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Le mot lui-même est un terme dont je ne sais ni l'origine ni l'histoire. J'enseigne aux États-Unis, au Mexique, en Israël, au Brésil, en Indonésie. J'ai jamais été invité en Allemagne. La culture européenne n'existe pas. Quand on parle de culture européenne, c'est quoi? Ce sont les massacres que les Européens ont fait au nom de leur culture. L'Europe est une invention du colonialisme européen, au sens le plus ancien du mot, qui date de Charlemagne. C'est une invention pour justifier une conquête, pour imposer un monde extérieur. Continuons sur l'Europe, puisqu'il signe 13 ans plus tard un livre qui s'appelle Europe, avec un S à la fin entre parenthèses. Et donc là, il écrit « Il faudrait que l'Europe s'accepte non plus comme un club chrétien, mais comme un espace sans frontières, depuis l'Irlande jusqu'à la Turquie, du Portugal à la Russie, de l'Albanie à la Suède, qu'elle privilégie culturellement le nomade par rapport au sédentaire, la générosité par rapport au repli sur soi, la tolérance par rapport à l'identité, bref, la multi-appartenance par rapport à l'exclusion. Les débats récemment ouverts sur le droit de vote des étrangers, sur la citoyenneté et sur le droit d'asile ouvrent la voie à ces mutations. » Donc là, on est en 1994. Je tiens à préciser ici que ça ne veut pas dire qu'il y a une tendresse particulière pour ce qu'on appelait dans l'Algérie française les musulmans. Quand il parle de l'Algérie, où il est retourné avec Mitterrand, il a décrit, je cite, un décor dont on a changé les figurants.
Et en même temps, il n'a pas renoncé à une reprise de contrôle de sa terre natale. Pareil, dans l'événement du jeudi, en 97, il explique « Je ressens ce qui se passe en Algérie comme une guerre à laquelle il faut réagir par tous les moyens possibles, y compris la création de brigades internationales. Mais pour cela, il faudrait un autre gouvernement algérien que celui en place. Je suis pour une action internationale globale, conférence internationale, influence sur le gouvernement algérien et, s'il le faut, création de brigades internationales. S'il fallait prendre part dans une bataille de ce genre, sans ridicule particulier, je le ferais. »